Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'exercice à titre collectif des libertés et droits fondamentaux des travailleurs. Les libertés et droits des travailleurs exercés à titre collectif sont des libertés et droits propres aux travailleurs dans le cadre de la relation du travail. En tant que salariés, ils sont individuellement vulnérables vis-à-vis de l'employeur. Ils ont besoin d'être représentés auprès de la direction de l'entreprise pour faire entendre leur voix, de se grouper, d'unir leurs forces pour se défendre, et de prendre des actions collectives pour revendiquer leurs droits. L'exercice collectif de ces droits s'est effectivement forgé au cours du mouvement ouvrier. Ils sont devenus des droits acquis des salariés, reconnus sur le plan international et garantis par des lois nationales. Ces droits permettent aux travailleurs d'avoir les instruments nécessaires à la lutte contre l'arbitraire du pouvoir de l'employeur. En Chine, en raison des considérations idéologiques, ces droits individuels exercés à titre collectif ne sont pas tous reconnus aux salariés. La participation institutionnelle des travailleurs demeure encore une volonté fortement politique, mais reste dotée de peu de garanties juridiques. Chapitre 1. Les salariés ne jouissent pas encore d'une véritable liberté syndicale, même si le droit syndical devient pourtant de plus en plus un droit revendiqué par et pour les salariés. Chapitre 2. Les actions collectives des salariés, comme la grève et la négociation collective, commencent à apparaître dans le nouveau contexte des relations du travail plus conflictuelles. Chapitre 3. Chapitre 1. Le droit de participation institutionnelle des travailleurs. La participation à la vie de l'entreprise est un mécanisme par lequel les travailleurs font entendre leur voix, à travers leurs représentants, à la direction de l'entreprise à laquelle ils sont subordonnés. Cette participation constitue un droit fondamental dans la mesure où la collectivité des travailleurs doit être informée et consultée avant que les décisions importantes de l'entreprise ne soient prises. Comme cela est prévu dans la Convention numéro 135, les représentants des travailleurs peuvent être les représentants syndicaux et les représentants élus du personnel. Art. 3. Dans les textes chinois, le syndicat se voit accorder un droit d'organiser la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. La participation à la vie de l'entreprise des travailleurs en Chine est donc étroitement liée au syndicat. Pour le distinguer des activités syndicales qui font l'objet du deuxième chapitre de cette partie, nous traiterons dans ce chapitre uniquement de la participation institutionnelle des travailleurs à la gestion de l'entreprise en dehors du syndicat. Également, pour ne pas le confondre avec la participation financière en droit français qui renvoie à la participation aux résultats de l'entreprise, nous entendrons précisément par droit de participation le droit des travailleurs à être consultés à travers une organisation quelconque, par l'entreprise et à contrôler l'application des projets de l'entreprise ou à prendre des décisions dans certains domaines de la vie de l'entreprise. Les textes chinois relatifs au droit de participation institutionnelle des travailleurs maintiennent encore les héritages de l'économie planifiée. Les statuts des travailleurs sont différents dans les entreprises publiques et non publiques. Ainsi, les textes distinguent ce droit selon les différents types d'entreprises. L'exercice de ce droit dans les entreprises publiques section 1 n'est pas le même dans les entreprises non publiques section 2. Section 1. Le droit de participation institutionnelle des travailleurs dans les entreprises publiques. Selon le règlement de 1986 sur l'Assemblée des délégués du personnel dans l'entreprise industrielle d'État en Chine, et la loi de 1988 sur les entreprises industrielles d'État en Chine, le droit de participation des salariés dans l'entreprise publique se réalise à travers l'institution de l'Assemblée des délégués du personnel, ADP. Celle-ci est définie dans la loi sur les entreprises industrielles d'État de 1988 comme étant une forme fondamentale de la gestion démocratique, un organe de l'exercice du pouvoir de la gestion démocratique des salariés. Cette définition est également confirmée dans la loi sur le syndicat de 2001. L'histoire de l'ADP montre qu'elle a été conçue selon la politique de la ligne de masse, du PCC. 1. Malgré la grande importance accordée à l'ADP et ses larges attributions, elle reste encore un moyen d'incarner une volonté politique, et en pratique n'est que médiocrement appliquée. 2. Ces faiblesses révèlent que l'ADP est loin d'être un système juridique autonome. 3. 1.
L'apparition de l'Assemblée des délégués du personnel. Le bref rappel historique sur l'apparition de l'ADP montre que l'évolution de la participation des salariés et celle de la direction de l'entreprise se sont entremêlées en Chine. Le système de la direction de l'entreprise concerne précisément différents modes de gestion de l'entreprise, dans lesquels les rapports entre le parti et le directeur pouvaient diverger. Le système de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise a varié avec les oscillations de la direction de l'entreprise au cours des décennies, et aussi avec les mouvements politiques. Une institution de la gestion démocratique dans l'entreprise a été créée en 1948, mais son rôle est resté très limité. Alors, l'ADP a été établie en 1957 pour une meilleure application de la ligne de masse, B. Pendant la période du mouvement social et de la révolution culturelle, de 1961 jusqu'à 1976, la charte d'Anshan rédigée par Mao Tse-dong a permis une direction directe de l'usine par les ouvriers, c. Pour reconstruire la démocratie dans l'entreprise, l'ADP a été rétablie de 1978 à 1986, d. Depuis 1988, l'ADP est instituée comme une forme fondamentale de la participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise par les lois AE. À la réunion des représentants des salariés en 1948, le prédécesseur de l'ADP. Avant la fondation de la Nouvelle-Chine en 1949, le droit de représentation et l'élaboration de la gestion démocratique dans l'entreprise faisaient constamment partie des buts politiques poursuivis par le PCC. Dans les zones rouges gouvernées par le PCC pendant la guerre civile contre le Parti nationaliste, il existait un germe de gestion démocratique dans l'entreprise. En 1948, juste à la veille de la libération, le 6e congrès du travail, tenu à Harbin, une ville industrielle dans le nord-est, a lancé un appel à la démocratisation de la gestion dans les entreprises, et a décidé la mise en place de la réunion des représentants des salariés dans les entreprises publiques. L'application courte de ce système s'avérait formelle car il était de nature consultative, et les représentants n'avaient pas de mandat fixe, ils étaient désignés pour la durée des réunions, et ne disposaient d'aucun pouvoir face aux chefs d'entreprise. Au début de la libération en 1949, la gestion des entreprises étatisées était assurée par une direction collective, du comité du parti combinée avec la responsabilité individuelle du directeur. Mais en pratique, le comité du parti jouait un rôle dominant dans cette combinaison de direction, éclipsant la fonction du directeur de l'usine. Ce mode de gestion ne faisait l'objet de critiques qu'après quelques années d'application. En 1953, le système de directeur unique, inspiré du système soviétique de gestion, a été introduit. Le directeur d'usine disposait des pleins pouvoirs dans la gestion, tandis que les attributions du comité du parti au sein de l'entreprise ne consistaient plus qu'à assurer et à contrôler le travail d'administration et de production. B. L'établissement de l'ADP en 1957. En 1956, le mouvement de rectification du style de travail est lancé. Les masses étaient appelées à critiquer les dirigeants pour corriger leurs erreurs et surmonter les insuffisances dans les résultats de la direction. On reprochait au système de directeur unique d'avoir donné les pleins pouvoirs au directeur et d'avoir fait perdre au comité du parti son rôle de dirigeant. Dans cette atmosphère, le 8e congrès national du PCC, tenu cette année-là, a décidé de substituer l'ADP à la réunion des représentants des salariés, en vue de mieux appliquer la ligne de masse du PCC. Ce congrès marque un retour à l'ancien système de gestion, la direction collective, qui consiste à placer la responsabilité individuelle du directeur sous la direction collective du comité du parti. L'avis sur l'étude de quelques problèmes de la classe ouvrière émis par le comité central du PCC en 1957 a réaffirmé cette détermination en accordant à l'ADP des attributions dans 3 domaines. A. Écouter et examiner le rapport du chef d'entreprise sur le projet de production, de finance, de technologie, ainsi que sur les mesures d'application, émettre des suggestions. B. Discuter et examiner la distribution du fonds des primes, l'utilisation du fonds de bien-être et la protection du travail. C. Suggérer à l'administration de tutelle la révocation des dirigeants de l'entreprise.
La participation des salariés à la gestion de l'entreprise constitue le sujet central du 8e Congrès national des syndicats de 1958. L'article 30 du statut du syndicat adopté à ce congrès dispose: l'Assemblée des délégués du personnel dans les grandes usines et les mines, l'Assemblée générale du personnel dans les petites entreprises sont les organismes par lesquels les travailleurs participent à la gestion et au contrôle de l'administration et en même temps renforcent leur auto-éducation. Les fonctions et pouvoirs de ces assemblées sont définis en conformité avec la ligne politique du parti et des lois et décrets de l'État. De 1957 à 1961, l'ADP, ou l'AP, a été établie dans la majorité des entreprises d'État. Mais ses effets sont restés limités en raison d'un manque d'indépendance et d'initiative dans son travail. Selon le principe fixé par le 8e Congrès national du PCC, l'entreprise a été considérée comme une cellule de base du régime politique. Tant l'ADP que le directeur de l'entreprise devaient être soumis à la direction complète du comité du PCC dans la vie de l'entreprise. De ce fait, l'ADP était en fait remplacée par le comité du PCC parce qu'elle était conçue comme un outil pour mettre en place la ligne de masse du PCC dans l'entreprise. C'est une méthode maoïste, la charte d'Anshan 1961-1976. En 1961, avec l'abandon du grand bond en avant, le système du directeur unique est rétabli dans le contexte du rajustement économique, et le parti a perdu encore une fois son rôle de dirigeant dans la gestion de l'entreprise. Le président Mao a élaboré le 22 mars 1960 la charte du combinat métallurgique d'Anshan pour la gestion socialiste des entreprises, en opposition à la charte du combinat métallurgique de Magnitogorsk. Magnitogorsk est l'un des plus grands centres sidérurgiques de l'URSS. Anshan est de la même importance pour la Chine. Dans ce texte, Mao a rejeté les principes de gestion soviétiques qui étaient plus ou moins appliqués en Chine. Ces principes soviétiques sont 95. A. Priorité à la production. B. Direction d'une seule personne. C. Contrôle de l'usine par les techniciens. D. Stimulant matériel. E. Recherche du profit. Pour Mao Tse-dong, les principes devant régler l'organisation et la gestion des entreprises dans l'exemple d'Anshan sont: A. La mise au poste de commandement de la politique. B. L'application de la ligne de masse et le renforcement du rôle dirigeant du parti. C. La participation des ouvriers à la gestion. D. L'élimination des règles bureaucratiques irrationnelles. Mais de 1961 à 1964, la politique de rajustement économique préconisée par Liu Shaoqi s'appliqua. Ces principes maoïstes n'ont été appliqués qu'à partir de 1964, lorsque Mao Tse-dong a déclenché le mouvement d'éducation socialiste pour mettre fin au laxisme et au désordre organisationnel entraîné par la politique du rajustement. Le rôle du comité du parti dans l'entreprise fut à nouveau renforcé. La gestion des entreprises a été organisée d'après le modèle d'Anshan. Puis la révolution culturelle a complètement modifié le système de gestion des entreprises. L'ADP n'existait plus. De 1966 à 1968, au cours d'une période concentrée sur la lutte entre deux lignes, le comité du parti ne fonctionnait plus normalement. Depuis 1969, le comité du PCC a regagné l'autorité dans l'entreprise. Il s'est consacré essentiellement aux problèmes idéologiques et politiques. Sous la direction du comité du parti, le comité révolutionnaire, composé d'ouvriers, de techniciens et de militaires, s'occupait des problèmes quotidiens de production, d'administration et de technique. Les ouvriers ont pu effectivement participer à la vie de l'entreprise. Dès le rétablissement de l'ADP de 1978 à 1986. Depuis le 3e plénum du 11e comité central de décembre 1978, l'accent du pays est mis sur la construction économique, au détriment de la lutte des classes. Dans ce nouveau contexte, Deng Xiaoping a réaffirmé la gestion démocratique dans l'entreprise. Dans son discours lors du 9e Congrès national des syndicats en 1978, il a avancé que, pour réaliser les 4 modernisations 97, le système de gestion démocratique doit s'appliquer dans toutes les entreprises sans exception et qu'il faut combiner la direction centralisée et la gestion démocratique. La première étape de la réforme des entreprises au début des années 1980 a consisté à leur donner un pouvoir d'autodécision. Le CAE,
dans le rapport sur l'essai d'élargissement du pouvoir d'autodécision de l'entreprise, publié en 1980, a souligné que l'ADP, qui est un organe fondamental de la gestion démocratique, doit aller de pair avec cette démarche réformatrice de l'entreprise. À la suite de ce rapport, l'ADP a été rétablie dans la plupart des entreprises d'État. Pour intégrer l'ADP dans le cadre législatif, après en avoir discuté à de nombreuses reprises, le comité central du PCC et le CAE ont conjointement promulgué en 1981, puis modifié en 1986, 3 règlements respectivement sur l'Assemblée des délégués du personnel, sur le travail du directeur d'usine et sur le travail du comité d'entreprise du PCC dans les entreprises industrielles. Il s'agissait du premier pas dans la démarche d'encadrement de l'ADP. La Constitution de 1982 déclare qu'au terme des dispositions légales, la gestion démocratique s'applique dans les entreprises publiques à travers l'Assemblée des délégués du personnel et d'autres formes, art. 16. L'ADP trouve ainsi son fondement constitutionnel. Le règlement sur l'Assemblée des délégués du personnel dans les entreprises d'État de 1986 définit pour la première fois la nature de l'ADP comme une forme fondamentale de la gestion démocratique de l'entreprise, un organe de l'exercice du pouvoir de la gestion démocratique des salariés. Le développement législatif de l'ADP, depuis 1988. La loi sur les entreprises industrielles d'État en Chine adoptée en 1988 revêt une importance significative pour le statut de l'entreprise d'État et aussi pour l'ADP. Elle a pour la première fois confirmé le statut juridique de l'entreprise d'État en tant qu'entité indépendante, et non plus subordonnée à l'administration. Les dispositions sur l'ADP figurent dans un chapitre de cette loi. La nouveauté de celle-ci se trouve dans le droit de veto accordé à l'ADP sur les projets de distribution des primes, du salaire, du règlement intérieur et de la protection dans le travail. Le règlement sur les entreprises collectives urbaines de 1991 dispose que l'ADP s'applique dans les entreprises collectives, avec des attributions plus larges que dans l'entreprise d'État. La loi sur le travail de 1994 conforte l'ADP ou l'AP comme une forme de participation des salariés à la gestion de l'entreprise, art. 8. Plusieurs articles sont également consacrés sur ce sujet, par la loi sur le syndicat de 2001. Dans la Vulgate théorique, les caractéristiques de l'ADP déterminent sa place fondamentale en matière de gestion démocratique de l'entreprise. Le fonctionnement de l'Assemblée des délégués du personnel. Du point de vue de la participation, l'ADP peut être comparable au comité d'entreprise du droit français. Les différences entre l'ADP et le comité d'entreprise se trouvent non seulement dans la composition A, mais aussi dans leurs attributions, B. A. L'organisation de l'ADP. Le règlement de 1986 prévoit que l'ADP est composée des délégués élus du personnel, incluant ceux des ouvriers, des ingénieurs, des dirigeants de l'atelier et de l'entreprise, art. 12. Les sièges accordés aux dirigeants ne peuvent pas dépasser 1/5 du total. Il faut en outre assurer des sièges adéquats aux représentants des jeunes et des femmes. Les délégués du personnel sont nommés au suffrage direct au niveau du groupe de travail et de l'atelier. Les délégués au niveau de l'établissement sont élus au suffrage indirect. L'ADP est effectivement une organisation entrecroisée avec le comité syndical. Selon le texte, elle est composée des délégués du personnel. Mais ces délégués comprennent non seulement ceux des employés, mais aussi les représentants de l'entreprise et ceux du comité syndical. La composition est donc tripartite. Mais cette triple composition n'est pas la même qu'en droit français. En droit chinois, il n'existe pas de distinction entre les délégués du personnel et les représentants syndicaux. La composition du comité d'entreprise en droit français distingue quant à elle nettement 3 groupes. Le comité est composé de l'employeur ou son représentant, président de droit, des élus du personnel et des représentants syndicaux, AVL 431-1, art. L 434-2 du C.Tra. Les membres élus du comité ont un mandat de 4 ans, depuis de la loi numéro 2005-882 du 2 août 2005. 1 degré, la représentativité de l'ADP. Malgré les dispositions sur la composition du groupe des représentants des travailleurs à l'ADP,
En pratique, cette dernière prend souvent la forme de réunions des dirigeants du PCC et de l'entreprise. À titre d'illustration, un sondage mené par la Fédération municipale des syndicats de Xinyu, dans la province du Jiangxi, a montré que les dirigeants occupent plus de la moitié des sièges de délégués du personnel de l'ADP dans les entreprises publiques du secteur du commerce, de la construction, de l'hygiène et de l'éducation. Il a en outre révélé la faible représentation des délégués des ouvriers. Ce phénomène répandu s'explique par deux éléments principaux. D'une part, en raison du manque du personnel, le comité syndical dans certaines entreprises ne peut assurer les travaux préparatoires de l'ADP. Cette tâche est ainsi confiée au comité du PCC ou à l'administration de l'entreprise. D'autre part, l'augmentation du nombre de délégués des dirigeants de l'entreprise est considérée comme étant favorable à la compétence de l'ADP étant donné que les délégués des ouvriers sont souvent moins qualifiés. Comme il n'existe pas de sanctions imposées par la loi de 1988, la composition de l'ADP peut être facilement modifiée par les dirigeants de l'entreprise en réduisant le nombre de représentants des ouvriers. Pour promouvoir le respect des dispositions, la direction du syndicat préconise le rôle du modèle. Certains syndicats locaux, qui ont pris des mesures positives pour assurer la représentativité de l'ADP, sont considérés comme des modèles. Par exemple, la Fédération municipale des syndicats de Jinzhou, dans la province du Liaoning, a pris des mesures pour que l'ADP exprime effectivement la volonté des salariés. 4 critères sont arrêtés pour la qualification de l'ADP. A. Les délégués du personnel doivent être élus au suffrage direct et la liste des délégués du personnel doit être publiée au sein de l'entreprise. B. Le pourcentage des délégués des ouvriers ne peut être inférieur à 51%. C. Les décisions doivent être approuvées par la majorité des délégués présents, qui doivent représenter au moins 2/3 de la totalité des délégués. D. Le vote à main levée ou par acclamation est supprimé. Le vote sur les décisions doit se faire à bulletin secret. De même, des mesures précises ont été prises dans des localités pour choisir les salariés les plus qualifiés comme délégués du personnel. Les candidats font un discours en public et sont ensuite sélectionnés par l'ensemble du personnel. Dans la société chimique du groupe Nanfeng du Shanxi qui compte 900 employés, 87 salariés ont réussi à ce concours interne et sont devenus membres de l'ADP. Des obligations leur sont également imposées. A. Assurer le contrôle quotidien de l'application des lois du travail. B. Soumettre chaque semestre aux salariés la situation d'application des résolutions arrêtées par l'ADP. C. Présenter le rapport annuel aux salariés sur ses travaux. 2 degrés, la convocation de l'ADP. Le règlement de 1986 prévoit que l'ADP doit se tenir au moins une fois par semestre, avec la présence d'au moins 2/3 des délégués, art. 18. Mais en pratique, il n'est pas rare que l'on se satisfasse d'une convocation une fois par an dans certaines entreprises, alors que dans certaines autres l'ADP reste inactive pendant des années. À titre d'illustration, du 11 juillet au 30 août 2000, plus de 100 salariés du groupe Kaiyuan de Qingdao, dans la province du Shandong, ont remis à 5 reprises une pétition aux dirigeants du groupe et à certains médias pour demander la convocation de l'ADP afin de discuter la restructuration de l'entreprise. Le syndicat a également effectué la même demande. Cependant, leur revendication a été rejetée. Le président du groupe, M. Zhang Mingquan, a répondu à un journaliste que l'ADP ne avait pas été convoquée pendant 3 ans parce que le syndicat n'était pas en accord avec nous, le conseil d'administration. Qui convoque l'ADP ? Le syndicat ? Le chef d'entreprise ? Ce dernier sera-t-il sanctionné s'il manque à cette obligation ? Les textes sont muets sur ces questions essentielles. Selon l'article 3 du règlement de 1986 et l'article 51 de la loi de 1988, le comité syndical, organe permanent de l'ADP, est chargé des travaux quotidiens et des travaux préparatoires de l'ADP. Il ne lui est pas accordé le droit de convoquer l'ADP. En fait, c'est le chef d'entreprise qui a le droit discrétionnaire de convoquer ou non l'ADP. Il sait que l'ADP peut refuser des projets directement relatifs aux intérêts des salariés. Donc simplement pour réaliser son propre objectif sur des dossiers importants, il ne convoque pas l'ADP. La non-convocation de celle-ci, un phénomène répandu, n'est pas juridiquement sanctionnée. Néanmoins,
Depuis la fin des années 1990, sur les sujets sensibles de la restructuration de l'entreprise, la politique du PCC commence à exiger une consultation préalable. Cette exigence constitue une réponse au conflit engendré entre les salariés et les dirigeants de l'entreprise en cas de restructuration. Ceci fait l'objet de nombreux reportages de presse. À titre d'exemple, la pharmacie de Jinyun, une entreprise d'État dans la province du Yunnan, a été transférée à la société limitée de pharmacie Jinyun en septembre 2000 sans que l'ADP ait préalablement été convoquée. Les salariés ont été individuellement convoqués par les dirigeants principaux de l'entreprise. Au cours de l'entretien individuel, pour ne pas contrarier les principaux dirigeants, la plupart des salariés se sont déclarés en accord sur le projet de la transformation, mais contre leur gré. Après cette transformation, le président adjoint du bureau de la pharmacie locale a cumulé les fonctions de président-directeur général avec son poste dans l'administration, et ce alors même que le cumul des postes dans l'entreprise est interdit aux fonctionnaires par le PCC. Vu la pétition de 10 délégués de l'Assemblée populaire locale au mois de mars 2001, le président-directeur général a été changé, et l'ADP de la société a été remise en fonction. 3 degrés, le déroulement de l'ADP et le rôle infime des délégués. Selon le règlement de 1986, le scrutin et la résolution arrêtés par l'ADP ne sont valides que s'ils sont approuvés par plus de la moitié des voix. Mais cette règle n'est pas respectée, et le non-respect n'est pas non plus sanctionné. Le déroulement de l'ADP dans certaines entreprises est tellement manipulé par les dirigeants que certains règlements intérieurs sont même ostensiblement illégaux. Un exemple significatif. Dans une entreprise d'État, la décision d'arrêter la cotisation logement a été approuvée par l'ADP 110. Pour faire approuver cette décision illégale par l'ADP, les délégués des cadres se sont réunis préalablement à la convocation de l'ADP pour accorder leurs opinions sur le sujet. Lors de la réunion de l'ADP, les délégués des cadres ont expliqué d'un côté les avantages d'approuver cette décision, d'un autre côté ont exercé des pressions sur les délégués des ouvriers en leur rappelant la règle « l'inférieur est assujetti au supérieur ». Cet exemple illustre également combien le rôle des délégués des salariés est faible dans la vie de l'entreprise. Cette faiblesse s'explique par 2 raisons principales. D'une part, si le chef d'entreprise n'a pas la volonté d'appliquer une gestion démocratique, dans cette ambiance dépourvue de démocratie, les délégués des salariés n'osent pas exprimer les différents points de vue au nom des salariés par crainte de contrarier les dirigeants. D'autre part, certains délégués des salariés sont moins qualifiés. Il leur manque une conscience nette de la représentation, ou bien les connaissances nécessaires pour revendiquer leurs intérêts légitimes. Ils suivent souvent les avis des dirigeants, ne servant alors que des machines à voter à main levée. Tous ces problèmes existants dans l'organisation de l'ADP révèlent déjà son rôle médiocre dans la participation à la gestion de l'entreprise, quelles que soient ses larges attributions. B. Les attributions de l'ADP. Étant donné que le règlement de 1986 et la loi de 1988 sont silencieux sur la sanction des violations, il manque la possibilité d'un recours juridique pour les salariés ou les délégués du personnel afin d'assurer l'exercice de leurs droits de participation. Dans la pratique, il n'y a pratiquement pas de litige ou de procès à l'égard de cette revendication. Or, une première affaire civile à l'occasion de l'exercice du droit d'interrogation du délégué salarié a suscité un fort écho sur l'ADP dans la province du Sichuan 109. Le 24 août 2001, lors de la réunion de l'ADP de l'usine de caoutchouc de Chengdu, la capitale du Sichuan, le délégué salarié M. Yao interrogeait le directeur de l'usine, M. Wang, sur la transparence des finances de l'usine, les dépenses d'équipement et le profit d'une boutique de l'usine. M. Yao, exerçant un droit dont les délégués du personnel jouissent au terme du règlement de 1986, n'avait jamais pensé que sa demande aurait pu vexer le directeur. Pourtant, il fut limogé de son poste de vice-directeur de l'usine en raison de cette demande. Entre le 26 novembre 2001 et le 21 janvier 2002, le chef d'usine a ainsi organisé un audit des finances de l'usine. Le résultat de cet audit a attesté de la qualité de sa direction. Fort de cette justification,
Il a dès lors accusé M. Yao d'avoir porté atteinte à sa réputation de probité par ses demandes lors de la réunion de l'ADP, et a demandé au tribunal du district de le condamner à des dommages-intérêts de 100,000 yuan pour préjudice moral. Le tribunal populaire de première instance a rejeté sa demande au motif que l'interrogation menée par M. Yao constituait l'exercice des droits des délégués du personnel, et que ses paroles n'étaient pas humiliantes. Ainsi, le directeur de l'usine a formé un pourvoi devant la cour intermédiaire de Chengdu. Après plusieurs conciliations menées par celle-ci, le directeur de l'usine a finalement retiré son accusation, après avoir réalisé qu'il ne pourrait pas gagner le procès. Ce procès révèle davantage l'arrogance que l'ignorance de ce directeur d'usine à l'égard de l'ADP. D'un côté, la loi reconnaît aux délégués du personnel un droit d'accès aux informations sur la vie de l'entreprise, et donc il était impossible que ce directeur d'usine n'en eût pas connaissance. D'un autre côté, étant donné que ce droit des délégués n'est pas assorti de sanctions dans les textes, il lui était loisible de ne pas le respecter. D'ailleurs, pendant son premier mandat, il est fort possible qu'aucun délégué ne s'y soit intéressé. Le directeur n'était donc pas habitué à ce genre de demande de la part de ses employés. Dans ces circonstances, la demande de M. Yao exprimait bien pour lui le fait qu'on nuisait sa réputation. Ainsi, ce procès reflète, sous un autre angle, les problèmes d'application de l'ADP. Les dirigeants de l'entreprise préféreraient que les délégués du personnel restent des machines à voter. Cette affaire a directement révélé la méprise du chef d'entreprise à l'égard de l'ADP. Elle a indirectement mis en avant les droits des délégués de l'ADP. 1 degré, le droit à l'information et à la suggestion. Selon la loi de 1988, le chef d'entreprise présente à l'ADP les rapports sur l'orientation des activités, le plan annuel et de long terme, le plan sur l'innovation technique, le plan de formation des salariés, le plan budgétaire et les autres sujets importants. L'ADP donne ses avis et ses suggestions à la suite de la présentation des rapports, art. 52 av. 1er. Cette disposition implique que l'ADP a le droit de s'exprimer au nom de l'ensemble des salariés sur les décisions importantes intéressant la vie de l'entreprise. Pour ce faire, le chef d'entreprise doit informer l'ADP avant de prendre des décisions définitives. Or, cette disposition n'a pas précisé si la présentation des rapports est obligatoirement préalable. De ce fait, en pratique, l'ADP de la majorité des entreprises est informée après la prise des décisions par la direction. Ces dernières années, le manque de consultation de l'ADP sur le projet de restructuration constitue un élément instigateur des conflits collectifs. L'absence de contrôle par l'ADP sur la vie de l'entreprise a facilité la perte des biens d'État et des détournements illégaux. Les exemples révélés par la presse ne manquent pas. Certaines personnes ont récemment été inculpées de détournement d'un bien de l'État. Selon un sondage effectué par la Fédération municipale des syndicats de Changchun, la capitale de la province du Jilin, le pourcentage de pétitions provoquées par l'absence de participation de l'ADP dans le processus de la restructuration est de 64% du total des manifestations des salariés. Des exemples innombrables manifestent que le droit à l'information et à la consultation de l'ADP est bafoué. Sur les sujets stratégiques de l'entreprise, l'ADP est ainsi exclue de toute participation. Les dirigeants de l'usine de la pharmacie biologique de Qianan dans la province du Hebei voulaient vendre l'usine pour un prix sous-évalué, 2 millions de yuan, à un entrepreneur taïwanais en 2001. Cela a provoqué la manifestation des salariés devant la municipalité. Heureusement, grâce à l'intervention de la municipalité, l'ADP a été convoquée et la vente de l'usine s'est faite par enchère au prix de 5,9 millions de yuan. On peut penser que si l'ADP avait été correctement convoquée et consultée sur les projets importants, le nombre d'entreprises d'État au bord de la faillite aurait diminué. Certains investissements industriels ont en effet été décidés aveuglément, sans la consultation préalable nécessaire. Dans une entreprise collective dès la ville de Siping, dans la province du Jilin, une résolution de l'ADP a été falsifiée lors d'une restructuration. L'entreprise, d'une valeur de 4 millions de yuan, soit 400 000 euros, a été vendue au prix de 170 000 yuan seulement. Aucun représentant des salariés
ne participait à l'évaluation et à l'audit de valorisation. Le CAE a émis en novembre 2003 une directive sur la restauration des entreprises d'État, précisant que le projet de restauration de l'entreprise doit être apporté à l'ADP et aussi approuvé par elle. Mais en pratique, ce texte gouvernemental n'est pas bien respecté. 2 degrés, le droit de codécision. La loi de 1988 prévoit que l'ADP examine tout d'abord les projets concernant la notification des salaires, la distribution des primes, les mesures de sécurité et d'hygiène, le règlement intérieur et les autres règlements importants, et ensuite, soit elle les approuve, soit elle exerce son droit de veto, art. 52 al. 2. Sur le plan théorique, les sujets cités ci-dessus sont des domaines de codécision entre le directeur de l'usine et l'ADP. Ce sont des sujets touchant directement les intérêts des travailleurs sur lesquels l'ADP dispose d'un droit hiérarchiquement supérieur. Autrement dit, ces sujets ne peuvent pas être décidés unilatéralement par le chef d'usine. La dernière décision sur ces projets doit résulter de l'accord mutuel, de la part de l'employeur et de la part de l'ADP. Cependant, en pratique, les décisions sont souvent prises unilatéralement par le directeur de l'usine, et les salariés sont obligés de les accepter puisqu'il n'existe aucune sanction prévue en cas de violation de cette décision. À propos des mesures d'hygiène et de sécurité, malgré de nombreuses règles étatiques, l'application de ces règles dépend souvent de la volonté du chef d'entreprise. Quant au règlement intérieur, le vide législatif est une évidence. Bien que la Cour suprême ait posé en 1999 des exigences sur la validité du règlement intérieur, cela n'a pas suffi à empêcher les abus de pouvoir normatif de l'employeur. Des litiges ont été recensés. En outre, cette disposition doit évoluer car certains de ces domaines, comme les grilles de salaire et les primes, font l'objet d'une convention collective dans certaines entreprises où est instaurée la consultation, la négociation collective. 3 degrés, le droit d'autodécision. La loi de 1988 prévoit que l'ADP examine et décide les projets correspondant aux dépenses du Fonds pour les avantages sociaux, la distribution des logements et d'autres sujets importants touchant aux avantages sociaux, art. 52 al. 3. C'est le droit d'autodécision que les textes ont attribué à l'ADP. C'est le seul domaine dans lequel l'ADP est la mieux respectée. Mais elle doit faire face à certaines modifications. En raison de l'instauration de longue date du Fonds pour les avantages sociaux au sein de l'entreprise, ceux-ci sont devenus acquis. Les entreprises respectent plus ou moins le rôle de l'ADP en la matière. Elle prend la plupart des décisions concernant les avantages sociaux, les compensations contre la chaleur, contre le froid, la distribution de biens matériels, à l'exception cependant de la distribution du logement. Le logement a toujours été considéré comme un avantage majeur de l'entreprise publique, et il est toujours resté dans les mains des dirigeants de l'entreprise. Depuis 1998, la politique de distribution du logement dans les entreprises d'État n'est plus appliquée. Cette disposition doit donc s'adapter à un changement considérable. L'autre adaptation concerne la pratique de la convention collective dans certaines entreprises. Dans celle-ci, les avantages sociaux comme la retraite supplémentaire, l'assurance maladie supplémentaire, sont négociés par l'entreprise et par le comité syndical et ensuite prévus dans la convention collective. 4 degrés, le droit de contrôle sur les dirigeants de l'entreprise et le droit d'élection du directeur de l'usine dans certains cas. L'ADP peut commenter les comportements des dirigeants de l'entreprise à divers échelons administratifs, ainsi qu'émettre des recommandations de promotion ou de rétrogradation à l'attention de la tutelle administrative, art. 52 al. 4. Sous réserve de l'assentiment de la tutelle administrative du secteur d'activité de l'entreprise, l'ADP peut élire le directeur de l'usine, art. 52 al. 5. Quoi qu'il en soit, selon le texte, la tutelle administrative doit dans tous les cas consulter l'ADP lors de la désignation ou de la révocation de celui-ci, art. 44 al. 2. Ces deux derniers droits permettent à l'ADP de surveiller les comportements des dirigeants de l'entreprise d'État. Cependant, dans la réalité, l'exercice de ce contrôle s'est avéré impossible face à la politique du PCC. En Chine, les cadres de haut niveau sont tous nommés et contrôlés par le PCC. Le directeur de l'entreprise d'État est quasiment nommé par le comité PCC du niveau supérieur de l'entreprise. De ce fait,
le directeur de l'entreprise reste responsable devant la tutelle administrative. Il arrive que celle-ci tienne compte des opinions de l'ADP dans le processus de nomination. Mais n'étant pas nommé par l'ADP, le directeur de l'entreprise n'est pas obligé de la respecter. Il en va de même pour la désignation de chef adjoint. Pour ces cadres de niveaux intermédiaires, c'est le directeur de l'entreprise qui décide, art. 45 al. 4. Selon les rapports de ces dernières années, la candidature libre au sein de l'entreprise est utilisée davantage pour choisir les cadres de niveaux intermédiaires. Au regard des attributions de l'ADP dans les entreprises de propriété collective prévues dans le règlement sur les entreprises collectives dans la zone urbaine de Chine de 1991, dans ces entreprises l'ADP est théoriquement un organe de pouvoir. Elle dispose d'attributions plus puissantes que celles de l'ADP de l'entreprise d'État. Pourtant, l'ADP dans les entreprises collectives souffre effectivement de mêmes faiblesses que l'ADP dans les entreprises d'État. L'élection et le contrôle du chef d'entreprise par l'ADP restent pratiquement lettre morte. Un exemple parmi d'autres est celui de l'ADP de l'usine de plastique de Xi'an, dans la province du Shanxi. En raison des graves difficultés, l'usine s'arrêta de fonctionner. Le loyer d'une partie des ateliers était la seule ressource pour payer les salariés, depuis 1998. Au mois de janvier 2001, le chef d'entreprise, pour réduire les effectifs, a demandé aux salariés de signer un accord de départ sans avoir préalablement consulté l'ADP, et sans non plus aucune mesure de reclassement. Les salariés ont demandé la tenue d'une assemblée de l'ADP, et ont également interrogé le chef d'entreprise au sujet des dépenses du loyer de l'usine, mais leurs demandes ont été rejetées. Au mois de mars 2001, les délégués du personnel se sont réunis. 18 délégués sur un total de 20 ont estimé que le chef n'était pas compétent, et ils l'ont révoqué. Mais la tutelle administrative de cette usine, en l'occurrence, le Bureau de l'industrie légère, a contesté la validité de cette révocation au motif qu'elle n'avait pas été préalablement communiquée au comité du PCC et à l'administration, et que ces deux derniers n'étaient pas parvenus à un accord à son sujet 125. En comparaison, ces attributions accordées à l'ADP sont plus larges mais moins effectives que celles du comité d'entreprise français. Par conséquent, les faiblesses du système de l'ADP chinois sont évidentes. Il n'apparaît pas comme un système juridique, car sa conception et ses améliorations sont teintées de considérations politiques. 3. Les faiblesses du système de l'ADP et les tentatives d'amélioration. L'ADP a été conçue selon une finalité politique qui voulait établir une structure démocratique dans les entreprises. Elle a joué un certain rôle dans la transformation de la notion de démocratie dans le cadre d'entreprise. Cependant, la mise en œuvre de cette représentation n'a pas été accompagnée de mesures suffisantes pour assurer son efficacité dans la pratique. C'est là la déficience congénitale de ces textes. Comment le système de l'ADP pourrait-il s'appliquer d'une façon satisfaisante ? Selon un sondage mené par la Fédération provinciale des syndicats du Shanxi, l'ADP est établie dans un tiers des entreprises publiques et y fonctionne correctement. Pour un autre tiers, l'ADP est établie mais fonctionne mal, et pour un dernier tiers, l'ADP n'est pas établie du tout. Dans la plupart des cas, l'ADP est perçue comme une institution peu importante dans l'entreprise et les délégués du personnel sont peu considérés. Leur image ressemble à celle d'une machine à voter à main levée. Pour la bureaucratie syndicale, l'essentiel est l'augmentation du nombre d'ADP, peu importe qu'elle fonctionne ou non. Plus augmente le nombre d'ADP, mieux les syndicats travaillent. Pour les chercheurs, l'ADP ne reste qu'une organisation intermédiaire entre la direction de l'entreprise et les salariés. Hormis les défauts textuels, l'écart entre les textes sur l'ADP, conçus avec la meilleure volonté politique, et leur médiocre mise en œuvre est patente. Face à la méprise de l'entreprise vis-à-vis de l'ADP, sans chercher l'amélioration sur le plan juridique, l'État parti voudrait renforcer la participation des travailleurs par la mise en place de la discipline du parti, A. Pour que l'ADP soit juridiquement garantie, il nous paraît nécessaire de s'interroger sur sa nature qui est toujours confuse, B. Enfin, il faudrait également préciser la place de l'ADP dans l'entreprise en forme de société, C. À l'ADP, une forme fondamentale de participation affaiblie. 1 degré, les défauts textuels relatifs à l'ADP.
Les déficiences des textes sont au moins au nombre de 3. En premier lieu, l'absence de précision nécessaire dans le règlement de 1986 et la loi de 1988 rend ceci inefficace dans la pratique. Sur la tenue de l'ADP, les textes n'ont précisé ni l'auteur de la convocation, ni la sanction en cas de manquement à la convocation. Il est seulement prévu que la convocation a lieu au moins une fois par semestre. Quant aux attributions de l'ADP prévues dans les textes, elles sont nombreuses, mais aucun moyen concret n'est prévu pour permettre aux délégués du personnel d'accomplir leur mission. Parmi ces moyens semblant indispensables, on peut citer l'appel au comptable pour examiner le projet budgétaire ou encore la mise à disposition des informations nécessaires. En outre, la méthode de vote n'est pas explicitée non plus dans le règlement et dans la loi. En deuxième lieu, les attributions, qui sont larges pour bien montrer l'importance que les autorités voulaient accorder à l'ADP dans la vie de l'entreprise, sont en fait dépourvues de garanties et par là d'autant moins réalistes. Sans des mesures strictes de contrôle d'accompagnement, la réalisation de ces attributions devient aléatoire. Ainsi, les dispositions sur l'élection et la révocation des dirigeants de l'entreprise demeurent illusoires. Enfin, il n'y a aucun organisme de contrôle de l'ADP, et aucune sanction n'est prévue dans les textes à l'encontre des violations de ces attributions. Il ne s'agit pas d'un véritable système juridique. Il n'est donc pas étonnant que l'ADP ne fonctionne pas dans la plupart des entreprises publiques. Ce non-respect de l'ADP est un phénomène admis par tous, mais aucune solution ne permet d'y remédier dans le cadre actuel des textes. En droit français, l'entrave à la désignation des délégués syndicaux, à l'élection des délégués du personnel ou à la constitution du comité d'entreprise ainsi que les entraves à l'exercice régulier de leurs fonctions constituent un délit pénal. Cette répression pénale est une mesure très efficace pour permettre aux délégués des salariés de jouer leur rôle. En droit chinois, il est souhaitable qu'une incrimination spéciale pour les entraves au respect des dispositions relatives à l'ADP soit introduite, sans quoi celle-ci restera un simple décor politique. De surcroît, le système de l'ADP, conçu dans le contexte de l'économie planifiée, devient de plus en plus inadapté aux changements introduits dans les entreprises depuis les années 1990. Tant le contexte économique que la gestion de l'entreprise ont beaucoup évolué, alors que le système de l'ADP n'a pas changé depuis plus d'une décennie. La seule nouveauté se trouve dans le renforcement de l'action syndicale apporté par la loi sur le syndicat de 2001-133. Depuis ces dernières années, certains protagonistes en sont bien conscients. Appeler à la modification des dispositions concernées fait partie des activités prioritaires de la FPCS en 2003. 2 degrés, l'emprise de la volonté du chef d'entreprise sur l'effectivité de l'ADP. À défaut d'exigences précises dans sa mise en œuvre, le bon fonctionnement de l'ADP dépend en pratique de l'attitude du directeur de l'entreprise. Si celui-ci est conscient de l'importance de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise, il respecte les dispositions sur l'ADP, les intérêts légitimes des salariés sont dès lors mieux protégés, et l'entreprise peut se développer sereinement. Bien évidemment, il ne manque pas de bons exemples mentionnés publiquement dans la presse chinoise. En 1999, dans la ville de Jiangsu, 109 entreprises publiques ont procédé à leur restructuration. Grâce aux consultations préalables de l'ADP, les projets de restructuration de ces entreprises ont été menés à bien sans avoir provoqué de manifestation des salariés. Il en va autrement si le directeur de l'entreprise n'est pas consciencieux et raisonne en ces termes. À quoi sert-elle l'ADP ? C'est simple à me contraindre. Cela arrive souvent, et le corps administratif de l'entreprise partage fréquemment le même sentiment. Selon un sondage de la Fédération municipale des syndicats de Chongqing, une municipalité très importante, réalisé dans 165 entreprises publiques, 60% de l'administration des entreprises, y compris les dirigeants, ont une attitude passive vis-à-vis de l'ADP et ne lui apportent aucun soutien. Souvent c'est uniquement pour accomplir le travail formel, pour satisfaire à la tutelle administrative, que l'ADP est établie dans l'entreprise. Mais elle ne sert que d'oreille pour un sourd, ou que d'ornement décoratif. Et paradoxalement, l'enthousiasme des travailleurs dans ces entreprises est en baisse par rapport à celui dans des entreprises sans l'ADP, phénomène favorisant l'ironie à l'égard de cette institution.
Bien qu'il existe une portée positive de l'ADP sur la marche de l'entreprise, pour le directeur de l'entreprise n'étant pas conscient de la nécessité d'une gestion démocratique, il est très facile de la laisser sur une voie de garage. Il faudrait mettre en place des contraintes juridiques pour que le respect de l'ADP soit obligatoire. Pourtant, actuellement, cette volonté ne semble pas exister. Tout de même, une seule disposition décorative est prévue dans un texte. La loi sur le syndicat de 2001 prévoit l'intervention du gouvernement local en cas d'entrave à la gestion démocratique de l'entreprise, art. 53 à l'1. Cette disposition est trop générale, ambiguë. Il s'agit seulement d'un remède administratif, qui aura un effet peu dissuasif. Il n'existe donc pas encore de véritable recours judiciaire pour les salariés ou les syndicats, pour revendiquer leurs droits. Si l'absence de mesures contraignantes engendre une attitude généralement méprisante des dirigeants de l'entreprise vis-à-vis de l'ADP, les mesures disciplinaires du parti sont-elles efficaces en la matière ? 3 degrés. Le système de transparence de la vie de l'entreprise mis en œuvre par le PCC. Depuis 1994, l'approfondissement de la réforme des entreprises publiques s'est traduit chaque année par un nombre considérable de suppressions d'emplois, licenciés chez Gang. L'ambiance sociale n'a jamais été si tendue. D'un côté, le statut de la classe ouvrière est en déclin, de l'autre, la corruption des dirigeants des entreprises ou de l'administration de haut niveau a provoqué l'indignation du public. Dans ce contexte si complexe, pour garantir la stabilité sociale et lutter contre la corruption dans l'entreprise, le PCC a lancé pendant son 15e congrès en 1997 une directive exprimée par l'adage « La réforme socialiste doit s'appuyer intégralement sur la classe ouvrière ». Kwanxi Kwanyi Kao Gongren Jieji. Le renforcement de la gestion démocratique dans l'entreprise est bien inscrit dans la conduite de cette directive du PCC. Au début de 1999, le comité central du PCC, la Commission d'État à l'économie et au commerce et la FPCS ont conjointement émis un avis sur l'application du système de transparence de la vie de l'entreprise, Changwu Gongkai, Corporate Transparence. Selon cet avis, le système de transparence de la vie de l'entreprise constitue une nouvelle mesure de la gestion démocratique de l'entreprise. Ce système met d'abord l'accent sur la transparence des dépenses destinées aux clients et sur la recommandation des dirigeants de l'entreprise par les salariés. Pour faire appliquer ce système dans un cadre plus large, en juin 2002, le comité central du PCC et le CAE ont conjointement publié un autre avis sur l'application du système de transparence de la vie de l'entreprise dans les entreprises publiques. Cet avis a élargi les domaines de la transparence de la vie de l'entreprise, tout en reprenant les attributions de l'ADP. L'ADP est considérée comme un instrument pour rendre transparente la vie de l'entreprise. Cet avis a également apporté une nouveauté, relative au rôle de l'ADP sur certains sujets. Elle exige la consultation et l'approbation préalable par l'ADP des projets de restructuration, de fusion et de faillite. À défaut, les décisions prises par le chef d'entreprise seront nulles. Il est à noter que cette nullité, prononcée par l'autorité administrative locale, n'est pas de nature juridique. Mais elle peut avoir le même effet qu'un jugement juridique. En Chine, les domaines touchant les grands sujets de l'entreprise restent directement de la compétence du gouvernement. Ainsi, ce système de transparence se veut, selon cet avis, être une extension de l'ADP dans la nouvelle conjoncture économique. Il est considéré comme un complément de l'ADP parce qu'il permet aux salariés de l'entreprise d'exercer leur droit à l'information et leur droit de surveillance. En fait, il s'agit d'un moyen politique qui renforce la gestion démocratique de l'entreprise en intégrant le rôle du PCC dans ce processus. Cela montre bien que le PCC est très conscient de l'insuffisance de l'ADP dans la garantie de la participation des salariés à la vie de l'entreprise. Cependant, ce système de transparence n'est pas du tout un mécanisme juridique. Qui contrôle cette procédure et qui en sanctionne les agissements ? Rien n'est prévu. La faiblesse de l'ADP se vérifie là encore. L'efficacité de ce système de transparence est tributaire d'une mesure contraignante posée par ce système lui-même. Selon celui-ci, la rétrogradation des dirigeants après l'évaluation des salariés est possible. Une enquête de la FPCS montre que ce système est établi dans 95% des entreprises publiques,
Il fonctionne dans 65% des entreprises publiques. Autrement dit, ce système appliqué par les documents rouges du parti est plus efficace que l'ADP établi par le droit législatif. B. L'incertitude sur la place de l'ADP dans les entreprises publiques. 1 degré. L'application facultative de l'ADP dans les entreprises publiques. Selon la loi sur les sociétés, la mise en place de l'ADP n'est pas prévue dans toutes celles-ci. Elle n'est obligatoire que dans les sociétés à responsabilité limitée à capitaux étatiques, ou dans celles où au moins 2 entreprises d'État ont investi, art. 16 al. 2. Cela étant, l'idée du législateur à cet égard reste encore la même. L'ADP est liée à la propriété publique. Cette loi prévoit simplement que le conseil d'administration et le conseil de surveillance de la société d'État doivent comprendre des représentants salariés élus par le personnel dont le nombre est déterminé par le statut de la société, art. 45 et art. 52. Mais le nombre et le statut de ces représentants salariés, ainsi que les sanctions en cas d'entrave à ces dispositions, ne se trouvent nulle part dans les textes. Pour que la gestion démocratique de l'entreprise ne soit pas perdue de vue pendant cette démarche, la FPCS a émis en 1994 un avis sur le renforcement de la gestion démocratique des salariés dans la construction du système de l'économie de marché. L'accent est mis sur le maintien de l'ADP dans les sociétés d'État et dans les sociétés qui ont au moins 2 investisseurs étatiques. Dans cet avis, les attributions de l'ADP dans les sociétés publiques restent presque les mêmes que dans la loi de 1988. Le seul changement est que le conseil d'administration et le conseil de surveillance doivent désormais comprendre des représentants des salariés. 2 degrés. Le rapport ambigu entre l'ADP et les autres organes. Cette démocratisation des organes de direction ou de contrôle n'est pas conçue de manière cohérente. Dans une entreprise publique, il existe 3 différents organes traditionnels en haut de la pyramide structurelle de l'entreprise, excepté le chef d'entreprise, le comité du PCC, l'ADP et le comité syndical. On les appelle brièvement les 3 anciens organes, là-haut ça nuit. Mais dans une société, généralement, en plus de ces 3 anciens organes, il en existe 3 autres qui sont dotés de pouvoirs différents. L'Assemblée des actionnaires, le conseil d'administration et le conseil de surveillance. On les appelle les 3 nouveaux organes, Shin Sanui. Cette situation de juxtaposition des organes et l'absence de prévision par les textes rendent ambiguë la place de l'ADP. Quel rapport existe-t-il entre les 3 anciens organes et les 3 nouveaux organes? Comment repérer la place de chacun dans la pyramide structurelle du pouvoir? Ces interrogations sont l'objet de débats. Certains estiment que les 3 nouveaux organes peuvent purement et simplement remplacer les 3 anciens. Dans certaines sociétés, le comité syndical et l'ADP ont été supprimés après la transmission. Puisque c'est maintenant l'Assemblée des actionnaires qui a le dernier mot, à quoi servent l'ADP ou le comité syndical? Cette réponse de M. Xue, responsable du conseil de surveillance de la société de transport de Longchang de la province du Sichuan, à un journaliste révèle en quelque sorte l'emprise du capital sur le travail. La plupart des opinions sont en faveur de la juxtaposition de ces organes avec un aménagement de leur composition, car ils sont de nature différente. Les 3 nouveaux organes sont responsables devant les actionnaires, alors que le syndicat et l'ADP représentent les salariés. À l'évidence, les textes actuels sur l'ADP et sur l'entreprise sont en contradiction. Pour remédier à cette situation, et pour faire entendre les voix des représentants du parti et des salariés dans la vie des sociétés, le comité central du PCC a publié en 1999 la décision sur des questions importantes de la réforme et du développement des entreprises d'État. Celle-ci prévoit d'intégrer les représentants des 3 anciens organes dans les 3 nouveaux, de faire entrer le secrétaire du comité du PCC dans le conseil d'administration pour renforcer la direction du parti, et de faire entrer un certain nombre de délégués du personnel élus par l'ADP, souvent notamment le président du comité syndical 146, dans le conseil d'administration et dans le conseil de surveillance pour représenter les salariés. Sans doute, la représentation des salariés peut-elle être ainsi apparemment améliorée, mais ce cumul des fonctions des personnes concernées dans les 3 anciens organes et les 3 nouveaux a en fait mélangé leur statut. Ceci n'est pas convenable en cas de conflit d'intérêts entre les différents groupes, et spécialement entre les actionnaires et les salariés.
De surcroît, cette intervention n'a pas résolu le problème au fond. Il s'agit en particulier de la confrontation des attributions de l'Assemblée des actionnaires ou du conseil d'administration, avec celle de l'ADP. À quoi sert l'ADP si l'Assemblée des actionnaires ou le conseil d'administration prennent leurs décisions avant sa convocation ? Certains auteurs suggèrent qu'avant même que l'Assemblée des actionnaires ou le conseil d'administration prennent leurs décisions, l'ADP devrait être convoquée pour examiner les sujets et donner son avis. Dans la pratique, certaines sociétés ont suivi cette méthode. Les sujets importants de la vie des sociétés sont préalablement examinés par l'ADP avant d'être soumis à l'Assemblée des actionnaires. Les domaines touchant directement les salaires, les primes, les conditions de travail, les règlements intérieurs ne sont pas exécutés avant l'approbation de l'ADP. C'est à force de tâtonnements que cette façon de régler les rapports entre les différents organes a pu être trouvée. Évidemment, elle ne règle rien au fond. Le débat reste encore ouvert. Hormis l'ambiguïté dans les rapports entre les organes concernés, on peut évoquer d'autres problèmes. Les statuts de l'administrateur salarié et du surveillant salarié ne sont pas prévus dans le texte. Ont-ils un droit de vote ? Quel est leur statut ? Les textes n'ont apporté aucune réponse à ces interrogations. Dans la pratique, l'administrateur salarié et le surveillant salarié sont souvent discriminés. Ils n'ont pas les mêmes droits que les autres administrateurs ou surveillants actionnaires. Cette discrimination rend leur rôle infime dans la vie de la société. Pour qu'ils puissent jouer effectivement un rôle dans la représentation des intérêts des salariés, ils devraient avoir non seulement les mêmes droits que les autres administrateurs et surveillés, mais aussi bénéficier des garanties particulières, notamment la prolongation automatique de leur contrat de travail à durée déterminée jusqu'à la fin de leur mandat, la protection procédurale contre le licenciement, etc. La place limitée de l'ADP dans les sociétés et son efficacité infime résultent des compromis adoptés au cours de l'élaboration de la loi. Il semble que le gouvernement et certains économistes préfèrent protéger les investisseurs. Pour eux, le salarié n'est qu'un élément de production, acheté et contrôlé par le capital. Ainsi, dans les rapports de force, le capital l'emporte sur le travail, les droits des salariés. Cette attitude n'est-elle pas normale dans un contexte économique où le capital est plus recherché que la main-d'œuvre ? Pourtant, force est de reconnaître que la valeur de la ressource humaine est sans cesse prise en considération. La participation institutionnelle peut être un excellent facteur d'amélioration de la productivité. C'est justement sur cette affirmation que la participation institutionnelle des travailleurs dans le secteur non public en Chine commence à être mise à l'essai. Section 2. Le droit de participation institutionnelle des travailleurs dans les entreprises non publiques. Si le droit de participation des salariés dans les entreprises publiques en Chine est formellement assuré à travers l'ADP, il en va tout autrement dans les entreprises non publiques. Il existe des incertitudes à cet égard aussi bien sur le plan théorique, 1, que sur le plan pratique, 2. Ceci est contraire au droit français, qui dispose de beaucoup plus de précisions sur la participation dans le secteur privé que dans le secteur public. 1. L'élaboration nécessaire d'une nouvelle théorie de la participation. La participation démocratique dans les entreprises non publiques lance un défi à la théorie du parti qui repose sur la propriété publique des moyens de production. A. Ainsi, des idées occidentales ont été introduites et empruntées, b. à la tradition communiste chinoise face au défi de l'essor du secteur privé. En Chine, le droit de participation des travailleurs s'inscrit théoriquement dans le système de gestion démocratique de l'entreprise qui est un élément du régime de démocratie socialiste. Comme la Constitution chinoise de 1982 l'énonce dans ses articles 1er et 2, le régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine. Tout le pouvoir en République populaire de Chine appartient au peuple. Conformément aux dispositions prévues par la loi, le peuple participe, par diverses voies et sous diverses formes, à la gestion de l'État et à celle des affaires économiques, culturelles et sociales. Cette affirmation sur la participation du peuple aux affaires des différents échelons est la source constitutionnelle du droit de participation des travailleurs dans l'entreprise. La vision de participation démocratique à la gestion de l'entreprise en Chine se veut d'inspiration marxiste-léniniste.
Selon la Vulgate du PCC, Karl Marx a prédit dans ses œuvres l'inéluctabilité historique de la gestion des affaires de la société et des entreprises par les travailleurs. Lénine est allé plus loin sur cette question. Pour éviter que la bureaucratie nuise aux intérêts de la classe ouvrière, il prône la gestion de masse. Faire participer les masses à la gestion permet aux travailleurs de ne pas se voir spolier des résultats de l'action révolutionnaire. Partant de cette vision marxiste-léniniste, le PCC, qui se veut l'avant-garde de la classe ouvrière, a développé la théorie de la gestion démocratique. Les travailleurs, sous la direction du PCC, devenus maîtres du pays, dans la société socialiste où la classe exploitante est éliminée, sont maîtres de l'entreprise d'État ou de l'entreprise collective, et participent de plein droit aux affaires de gestion démocratique de l'entreprise. Cette participation est inhérente à la propriété publique des moyens de production. Le système de l'ADP dans l'entreprise publique depuis les années 1950 constitue une incarnation de cette idéologie. Cette théorie de la gestion démocratique de l'entreprise, conçue dans le contexte du monopole économique public, perd sa validité lorsqu'il est question de la participation des salariés dans les entreprises non publiques. Selon la logique de cette théorie, comme les salariés dans l'entreprise non publique ne sont pas les maîtres des moyens de production, ils n'ont pas le pouvoir de la gestion démocratique. Or, d'où vient le droit de participation tel qu'il est affirmé dans l'article 37 de la loi sur le syndicat de 2001 ? Cet article prévoit que le comité syndical de l'entreprise non publique organise la participation des salariés à la gestion démocratique de l'entreprise, en des formes compatibles avec l'entreprise. Comment doit-on alors expliquer cette nécessité de la gestion démocratique dans les entreprises non publiques ? B. L'introduction et l'emprunt des idées occidentales. Pour tenter de combler ce vide théorique, la doctrine a introduit différentes pensées et pratiques occidentales. Deux approches ont retenu l'attention des chercheurs chinois en sciences sociales. La première, les éléments humanistes et coopératifs ont tendance à être pris en compte dans la science de gestion de l'entreprise. Dans le taylorisme, l'élaboration des règles, le contrôle de leur application tout comme la prise de décision dans l'entreprise n'appartiennent qu'à la direction et ne se partagent pas. Mais depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la science du management moderne s'est éloignée du taylorisme. Le facteur humain se voit accorder plus d'importance dans la gestion de l'entreprise. La deuxième, après une longue période industrielle où les conditions de travail ont été lamentables, harassantes, les politiques sociales et les mesures juridiques ont été prises en tant que moyen d'intégration des travailleurs en Occident. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, deux objectifs fondamentaux guidèrent les fondateurs de loi lorsqu'ils se réunirent à Versailles en 1919. D'une part, le souci d'améliorer la condition des travailleurs en se fondant sur une approche humaniste et réformiste plutôt que sur l'idéologie de la lutte des classes. D'autre part, le souci d'égaliser les conditions de la concurrence entre les pays par un rapprochement des conditions de travail. Après la Deuxième Guerre mondiale, une convergence d'analyse a établi que la crise économique ne peut être évitée et la croissance ne peut se développer que si l'entreprise garantit la stabilité et la paix sociale. Dans ce contexte, il appartient donc à l'entreprise de développer une organisation et une gestion qui assurent à la fois l'efficacité et la satisfaction des travailleurs. La pensée humaniste se répand alors dans l'industrie. Son objectif est décrit par un auteur comme devant contrebalancer la tendance du pouvoir organique, préconiser la démocratie et l'autodécision dans le travail, combiner les buts personnels et organiques et restituer la dignité humaine dans le travail. La conception institutionnelle de l'entreprise, apparue après la Deuxième Guerre mondiale dans les doctrines juridiques allemandes et françaises, présente l'idée d'intérêt de l'entreprise à laquelle devraient se rallier aussi bien les employeurs que les salariés. Autrement dit, pour ces auteurs 168, il existe, au-delà de la propriété et de l'autorité, une coalition des intérêts au sein de l'entreprise. Elle est attachée à une communauté humaine d'entreprises qui implique une collaboration des partenaires et l'assemblée des travailleurs aux décisions qui intéressent le sort de l'entreprise. Sous l'influence des doctrines sociales, le préambule de la Constitution française de 1946 dispose « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. »
Ces approches tant théoriques que pratiques en Occident sont opposables à la vision purement politique, idéologique chinoise. Ils permettent aux chercheurs chinois de considérer le sujet sous un autre angle. Il est nécessaire que les entreprises chinoises se mettent en harmonie avec la tendance internationale de la gestion de l'entreprise, qui prend le facteur humain pour un élément essentiel du progrès de la productivité. La démocratie de l'entreprise engendre la formation d'une communauté d'intérêt au sein de l'entreprise, ce qui favorise le développement durable de celle-ci. Cette opinion est devenue constamment confirmée. Actuellement, des praticiens et des théoriciens ont associé la vision idéologique et les visions occidentales courantes pour raisonner sur la gestion démocratique dans les entreprises non publiques, comme le révèle l'enquête menée par la FPCS en 2002. Ainsi, d'une part, dans le régime socialiste, tous les travailleurs sont les maîtres du pays, jouissant d'un pouvoir de gestion démocratique dans la vie de la nation, de la société et de l'entreprise. Les salariés dans les entreprises non publiques, en tant que maîtres du pays et faisant partie de la classe ouvrière, doivent jouir du droit démocratique dans l'entreprise. D'autre part, la participation des travailleurs constitue une demande inhérente à leur émancipation et au développement de la productivité. Ce dernier dépend de l'emploi optimal des richesses de l'entreprise parmi lesquelles se trouvent les ressources humaines. La gestion démocratique de l'entreprise favorise l'enthousiasme et l'initiative des travailleurs. Nous estimons que le premier volet n'a un sens que sur le plan idéologique. Mais il faut chercher des éléments objectifs. Un système purement basé sur l'idée idéologique ne saurait fonctionner efficacement. L'ADP dans les entreprises publiques en est un exemple criant. Rappeler le statut de maître du pays des salariés des entreprises non publiques ne montre que trop l'écart entre ce statut politique et la réalité de leur quotidien au travail. En effet, ce n'est pas parce que les salariés ont ce statut qu'ils jouissent de tel ou tel droit. Au contraire, ce n'est que quand ils jouiront effectivement des droits fondamentaux dans leur travail qu'ils deviendront les véritables maîtres du pays. Du fait d'une conception balbutiante et de dispositions évasives, le droit de participation des salariés dans le secteur non public souffre dans la pratique davantage d'une méconnaissance ou d'ignorance. L'incertitude du droit de participation engendrée par des pratiques diverses. En l'état actuel des textes, il n'y a pas de forme fixée selon lesquelles les travailleurs des entreprises non publiques exercent leur droit de participation. Selon les termes de l'interprétation du ministère du Travail, la consultation sur un pied d'égalité avec l'entreprise est un moyen de participation pour ces travailleurs, sans autre précision. La loi sur le syndicat de 2001 reste aussi vague en employant l'expression « diverses formes adéquates dans ces entreprises » art. 37. Donc, si l'on admet qu'il existe un droit de participation par les salariés des entreprises non publiques, il n'existe pas de certitude sur sa réalisation. Dans la pratique, des essais et des tâtonnements ont été effectués dans certaines localités. 3 modalités ont été expérimentées au niveau municipal ou provincial. L'ADP au niveau local, A. Un encouragement à des réunions de consultation, B. Ou l'introduction du syndicat dans l'organe de contrôle de l'entreprise, C. À l'ADP au niveau local. 1 degré, l'état actuel des essais. Faute de règlement national unifié sur l'application de l'ADP dans l'entreprise non publique, certaines autorités et des fédérations des syndicats locaux ont tenté d'appliquer l'ADP au sein des entreprises non publiques. Quelques documents municipaux ou provinciaux en la matière ont vu le jour ces dernières années. Certains, émis par l'organe législatif local, sont édictés sous une forme contraignante, comme le règlement municipal de Tianjin et celui de la région autonome de Mongolie intérieure. Mais la majorité est publiée sous forme d'avis par les organes gouvernementaux ou du parti, comme ceux de Shanghai, du Jiangsu, du Liaoning et du Jilin. Cela prouve que les progrès en la matière dépendent plutôt de l'impulsion du parti, parce que pour ce dernier, le sujet est d'abord de nature politique. Selon ces documents, l'ADP est également envisagée comme une forme fondamentale de la gestion démocratique dans l'entreprise non publique. Selon le sondage de la FPCS, à la fin de 2002, on comptait 327 000 ADP dont 60,000 étaient établis dans des entreprises non publiques. Des essais ont eu lieu d'abord dans les régions développées. À titre d'illustration,
Dans la province du Jiangsu, où les entreprises non publiques représentent plus de 90% de la totalité des entreprises, un document a été publié pour promouvoir la gestion démocratique de l'entreprise. L'avis sur la gestion démocratique de l'entreprise des travailleurs dans la province du Jiangsu a été publié conjointement en mai 2002 par 5 auteurs. Le comité de discipline du PCC, le département d'organisation du PCC, la commission provinciale à l'économie et au commerce, le département de supervision du gouvernement provincial, la fédération provinciale des syndicats. Selon cet avis, l'engagement de la gestion démocratique doit être de la responsabilité des dirigeants de l'entreprise. Autrement dit, une discipline du PCC est définie pour assurer la gestion démocratique dans l'entreprise. Les dirigeants seront cités en exemple s'ils mènent à bien leur travail en la matière. À défaut, ils feront l'objet de critiques au sein du PCC. Cette expérimentation de l'ADP dans certaines localités a emporté des effets positifs pour les salariés. Par exemple, lors de l'examen des guides du personnel de la Société 2002, l'ADP de la Société des matériaux de construction Changjiang Billet de Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, une société sino-japonaise, a exercé un droit de veto sur 2 articles, l'un relatif à l'inégalité de rémunération en raison du sexe pour un même travail, et l'autre annonçant que les salariés chinois devraient s'incliner devant les Japonais. L'application de l'ADP est mieux adaptée à la réalité de l'entreprise. La lecture des documents provinciaux ou municipaux nous enseigne que les attributions confiées à l'ADP dans l'entreprise non publique sont plus réalistes que dans l'entreprise publique. Elles sont en effet réduites à 4 aspects. A. Le droit d'être informé sur les sujets importants de la vie de l'entreprise. B. Le droit d'être consulté sur les sujets concernant directement les intérêts des salariés, tels que le salaire, le temps de travail, les primes, le règlement intérieur, etc. C. Le droit de surveiller l'application des lois et des règles du travail, ainsi que l'exécution de la convention collective. D. Le droit des '. Élire et de révoquer le représentant au conseil de contrôle, et les représentants des salariés aux consultations collectives, etc. Les obstacles à l'application de l'ADP proviennent généralement de l'opposition du chef d'entreprise. Pour les surmonter, des essais ont été effectués dans la province du Jiangsu et dans la zone de développement économique et technologique de Kunshan, à Shanghai. Ils consistent à incorporer l'ADP dans l'assemblée des syndiqués. Ces essais peuvent-ils servir d'inspiration pour améliorer l'ADP ? Dans la logique de cette pratique, le chef d'entreprise ne peut pas interférer avec l'assemblée des syndiqués, parce que celle-ci est créée selon la loi et les statuts du syndicat. Avec cette incorporation, les frais de la tenue des réunions sont réduits. Cette fusion renforce également le rôle du syndicat dans la gestion démocratique de l'entreprise. Pourtant, cette démarche exige une modification des statuts du syndicat en fixant que l'Assemblée des syndiqués est à la fois l'organe supérieur décisionnaire du syndicat et la forme fondamentale de la gestion démocratique de l'entreprise. Or, si l'on admet que l'Assemblée des syndiqués est créée conformément à la loi, et que dès lors le chef d'entreprise ne doit pas y intervenir, pourquoi a-t-on oublié que l'ADP, si peu respectée en pratique dans l'entreprise d'État, est elle aussi expressément prévue par la loi ? Il apparaît que la question au fond ne se trouve pas dans l'absence des textes, mais plutôt dans l'absence des prescriptions légales bien conçues et bien appliquées. Nous ne nions pas que les essais d'incorporation de l'ADP dans l'Assemblée des syndiqués aient eu des impacts positifs à court terme. Cette méthode est notamment valable dans le contexte où le syndicat unique couvre presque tous les salariés de l'entreprise. Mais même avec cette pratique, il faut établir un contrôle sur l'ADP. En tenant compte de l'histoire de l'ADP dans les entreprises publiques depuis les années 1950, et de l'absence d'autres institutions, nous partageons le point de vue de certains auteurs selon lequel l'ADP devrait s'appliquer dans toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou non. Cette idée introduit en fait une rupture avec la théorie traditionnelle de l'ADP, basée sur une vision fortement idéologique. Partant d'éléments plus réalistes, correspondant aux besoins de la citoyenneté dans l'entreprise, il est nécessaire de mettre en place un système de gestion démocratique dans toutes les entreprises. 2 degrés, les innovations envisageables au système de l'ADP. Certes, il faudrait introduire des innovations dans ce système, notamment sur le plan juridique,
pour que la participation des salariés soit dotée de véritables outils juridiques. Tout d'abord, pour être réalisable, l'ADP dans les entreprises non publiques doit être conçue comme un organe consultatif, doté d'attributions intéressant directement les intérêts des salariés. A. Écouter le rapport sur la production. B. Examiner les projets sur le salaire, la sécurité sociale, l'hygiène et la sécurité du travail, les horaires de travail, la convention collective et émettre des avis. C. Surveiller l'application des lois du travail et de la convention collective. C'est ce qui est déjà prévu dans l'avis sur la gestion démocratique de l'entreprise des salariés émis par les organes gouvernementaux, dans la province du Jiangsu. Ensuite, suivant l'exemple de l'obligation fixée par le droit français d'établir un comité d'entreprise, le texte législatif en Chine doit fixer un seuil d'effectifs à partir duquel le chef d'entreprise est tenu de mettre en place l'ADP. Si l'on en juge d'après les expériences de la province du Jiangsu, il est difficile de mettre en place l'ADP dans les entreprises employant moins de 25 salariés. Il faudrait donc établir un système semblable à celui du délégué du personnel, pour les entreprises en dessous du seuil prévu. Enfin, des sanctions adéquates devraient être mises en place pour garantir l'observation scrupuleuse des prescriptions légales. B. L'encouragement à la mise en place de réunions de consultation. Les réunions de consultation sont les moyens de réunir les dirigeants de l'entreprise et les représentants des salariés pour dialoguer, échanger des points de vue sur les sujets divers intéressant les salariés. Ce genre de réunion de consultation figure brièvement dans un passage de l'article 8 de la loi sur le travail de 1994. Cette loi prévoit que conformément aux prévisions légales, les travailleurs participent à la gestion démocratique de l'entreprise à travers l'ADP, l'AP ou d'autres institutions adéquates ou procèdent à la consultation sur un pied d'égalité avec l'entreprise pour la protection de leurs droits et des intérêts légitimes, art. 8. Le ministère du Travail a émis une interprétation sur cet article. L'ADP ou l'AP sont applicables dans les entreprises publiques, alors que la consultation sur le pied d'égalité est pour les entreprises non publiques. Les réunions de consultation sont également mentionnées dans 3 articles de la loi sur les sociétés de 1993. Cette loi dispose que la société doit consulter le syndicat et les salariés, et les inviter à assister à certaines réunions, avant toute décision concernant le salaire, le bien-être, la sécurité et l'hygiène du travail, ainsi que l'assurance sociale, art. 55 et art. 121. La société par action à responsabilité limitée doit consulter le syndicat et les salariés quand elle prend des décisions sur les affaires importantes de l'opération ou élabore le règlement intérieur, art. 122. Ces 3 articles positionnent la consultation en tant que moyen de participation des salariés à la gestion de la société non publique. Dans la pratique, la réunion de consultation prend diverses formes en raison de la situation de chaque entreprise. Une réunion de dialogue entre les parties, respectivement entrepreneurs et travailleurs. Une journée d'accueil des salariés par le chef d'entreprise, une réunion d'information sur la vie de l'entreprise, une réunion d'évaluation des comportements des dirigeants, ou encore une réunion réservée aux propositions de rationalisation, etc. Dans l'ensemble, ces réunions de consultation ont des effets plus ou moins positifs. Selon une enquête menée dans 97 entreprises mixtes, 67% ont établi des réunions de dialogue durant lesquelles les 2 parties échangent sur divers sujets de la vie de l'entreprise, et 69% procèdent à des propositions de rationalisation. Cependant, ces réunions de consultation sont loin d'être la panacée à cause d'une série d'ambiguïtés. D'une part, il arrive que la direction de l'entreprise n'ait tout simplement pas d'institution à consulter. Comme le taux de syndicalisation dans les entreprises non publiques est toujours très bas, le comité syndical n'existe pas dans de nombreuses entreprises. Dans ce cas, selon les textes, le chef d'entreprise devrait consulter les délégués du personnel, alors qu'aucun texte ne prévoit l'élection et les fonctions des délégués du personnel dans les entreprises non publiques. D'autre part, la pratique des réunions de consultation n'est pas prévue comme une obligation pour le chef d'entreprise. La loi sur le syndicat de 2001 prévoit que l'autorité administrative du travail rectifie simplement les comportements fautifs de l'entreprise par lesquels la direction empêche le syndicat d'organiser la participation des salariés à la gestion démocratique d'entreprise, art. 53. Cette sanction formellement symbolique concerne seulement le syndicat,
pas les délégués du personnel. En droit français, la protection des délégués élus du personnel et des représentants syndicaux est une exigence constitutionnelle qui dérive directement des AL. 6 et 8 du préambule de 1946. Cette protection est justifiée par la logique de statut. À la différence du droit français, les textes chinois n'édictent aucune disposition sur les délégués du personnel. Ils n'ont pas de statut indépendant par rapport aux syndicats. Le syndicat monopolistique paraît être le seul représentant des salariés en matière de travail au sein de l'entreprise. Dans les entreprises publiques, le taux de syndicalisation est tellement élevé que le syndicat représente tous les salariés. Les délégués du personnel sont aussi les représentants syndicaux. Dans les entreprises non publiques, où le syndicat est très mal représenté, les salariés ont besoin de recourir aux délégués du personnel pour exprimer leurs revendications. Mais ce vide législatif ne saurait être comblé avec l'actuelle structure syndicale. C'est la représentation du syndicat dans le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. À la différence du texte français qui assure une cogestion dans les sociétés privées, la loi chinoise sur les sociétés dispose que le conseil de surveillance de la société doit comprendre les représentants des salariés, art. 52. Ainsi n'a-t-elle pas prévu que le conseil d'administration devrait comprendre de tels représentants. À défaut de prescription formelle, la mise en place ou l'absence de mise en place de l'administrateur ou du contrôleur salarié dépend à la fois de la bonne volonté du président de la société et de la puissance du syndicat et surtout de l'efficacité de ce dernier. À titre d'exemple, selon les règles d'application de l'ADP de la société de bus de Zhenbao à Guangzhou, dans la province du Guangdong, le responsable du syndicat doit assister aux réunions du conseil d'administration en tant que représentant des salariés. Cette affirmation résulte des efforts du syndicat qui est parvenu à apparaître comme un partenaire crédible de l'entreprise. Lors d'une réunion, le comité syndical a ainsi pu proposer à la direction de réformer le système de rémunération qui n'était pas rationnel. En effet, dans la composition du salaire, la partie garantie était relativement élevée, alors que la prime était basse. Une telle composition n'encourageait pas les salariés à faire des efforts, puisqu'ils n'en étaient pas récompensés. Comme le texte chinois n'a prévu ni le nombre ni le statut des représentants du personnel dans le conseil d'administration et le conseil de surveillance, il est possible de douter du véritable rôle qu'ils peuvent y jouer. De surcroît, en l'absence d'obligations imposées à la société, la pratique de ce mode de participation demeure toujours aléatoire. La participation des travailleurs dans le secteur privé en droit français paraît plus avancée qu'en droit chinois. À part les organisations spontanées de participation des salariés à la gestion, le droit français a explicitement prévu des modalités permettant de faire élire des salariés parmi les administrateurs 181. Cette participation, notamment financière, est structurée. Il nous semble qu'en Chine, la participation dans l'entreprise non publique demeure encore un luxe pour les salariés. Non seulement parce que sa reconnaissance demeure évasive sur le plan juridique, et que sa pratique reste peu répandue, mais aussi parce qu'elle est reléguée au second rang des droits des travailleurs du secteur non public, tant par les salariés eux-mêmes que par le gouvernement. En ce qui concerne les salariés, du moment que les principaux droits comme le salaire, la sécurité, l'hygiène sont relativement assurés, ils ne s'intéressent pas vraiment à la participation à la gestion de l'entreprise. Quant au gouvernement central, il se préoccupe davantage des droits économiques que des droits civils et politiques. Il se donne pour mission de mettre en avant la garantie des droits économiques des salariés. Au demeurant, nous avons constaté qu'en Chine la participation des salariés à la gestion démocratique de l'entreprise est un sujet hautement idéologique. Mais l'importance attachée à la participation n'est pas allée de pair avec la construction d'un mécanisme juridiquement efficace. Le rapport social de production sur lequel repose la théorie de la gestion démocratique de l'entreprise constitue encore un critère de clivage. En pratique, la réalisation du droit de représentation et de participation des salariés dépend de la conscience démocratique du chef d'entreprise dans la gestion de la firme. Autrement dit, ce droit reste encore dans la période de gouvernance par l'homme, Renzi, non de gouvernance par le droit, Fazi. Dans cette participation, selon les textes, le syndicat chinois se voit attribuer un rôle central.
Mais cette position centrale du syndicat dans ce travail idéologique énonce déjà le statut du syndicat dans le régime politique, l'intégration dans l'État-parti. Et toujours dans ce même rapport d'influence, le nouveau contexte a favorisé l'évolution du syndicat vers une organisation revendicative, sans que la liberté syndicale soit reconnue. Chapitre 2. La liberté syndicale et le droit syndical. Les conventions de loi reconnaissent aux travailleurs le droit de former des syndicats et de s'y affilier librement, en vue de favoriser et de protéger leurs intérêts économiques et sociaux, à la seule condition de se conformer au statut de ces derniers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.